Thank you. After the tone, please state your name, followed by the pound sign. You are being placed into conference in muted mode. Pas avoir besoin de sortir de chaise. Je peux vous approcher, mais comme vous voulez. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue. Je m'appelle Caroline Rochon, je suis la directrice de recherche pour la division des écosystèmes forestiers ici au Centre de foresterie des Laurentides. Donc, bienvenue à ce 4e colloque de la 33e saison des colloques du SDS-CSL. La conférence d'aujourd'hui porte sur Mois de mange, bilan 10 ans de suivi d'une épidémie sordeuse des bourgeons d'épinettes sur l'écosystème forestier du boréal. Elle est diffusée simultanément à plusieurs sites à travers le Québec. Donc, avant que je passe la parole à Louis, je vous présente aussi, j'aimerais juste vous m'assurer que vous mettiez vos cellulaires au mode silencieux, s'il vous plaît, pour être certain que ça ne sonne pas pendant la conférence. Donc, c'est avec plaisir que je vous présente le conférencier d'aujourd'hui, M. Louis de Grandpré. Louis de Grandpré est chercheur au STF depuis l'an 2000. Il a obtenu son doctorat en sciences de l'environnement à l'UQAM en 1997. Ses recherches consistent principalement à lier les connaissances de l'écosystème forestier à l'aménagement forestier durable. Depuis le milieu des années 2000, il a établi un dispositif de suivi à long terme permettant d'acquérir des connaissances précieuses sur les effets de l'épidémie de la sordeuse des bourgeons d'épinettes en cours dans le nord-est du Québec. C'est d'ailleurs l'objet de la conférence qu'il vous présentera à l'instant. Je vous souhaite donc un très bon colloque et je laisse la parole à Louis de Grandpré. Bon colloque. Merci. Vous m'entendez bien? On m'avait demandé d'avoir un titre accrocheur. J'ai réfléchi longtemps avant de trouver ça. Puis j'ai puisé dans ma culture profonde qui date des années 70. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent d'Angèle Arsenault. Pour les plus jeunes, c'est une version édulcorée de Lisa Leblanc, on pourrait dire. Donc, c'est avec plaisir que je suis ici pour vous parler des travaux qu'on mène depuis déjà plusieurs années sur la Côte-Nord. Je vais essayer de vous faire un bilan. Je ne passerai pas à travers tout ce qu'on a comme données, mais des principaux résultats qu'on a obtenus jusqu'à maintenant. Je me rappelle comment. Donc, c'est sûr que ce travail-là, je ne le fais pas tout seul, c'est en collaboration avec plusieurs personnes. Puis je veux souligner ici les auteurs de cette étude-là. Moi, avec Christophe Le Troisième et Dan Micha, on lit de ce projet-là depuis ses débuts. Je me souviens de soirées qu'on a passées au lac Diane sur la Côte-Nord dans un petit chalet à discuter de toutes sortes de projets de recherche qu'on pourrait faire en lien avec cette émission-là. Je garde des très bons souvenirs de ça. David Hervé, Stéphane Bourassa, sans eux, il y a beaucoup de ce travail-là que je ne pourrais pas vous présenter aujourd'hui. Donc, c'est vraiment les supports techniques qui nous permettent de faire tout ce travail-là. Fidèle Omiunu, c'est un fidèle collaborateur avec qui je travaille depuis quelques années. Marie Marchand, Dominique Boucher, sans leur aide statistique non plus, je n'aurais pas pu être devant vous aujourd'hui. David Paris, qui est un collaborateur depuis plusieurs années, surtout sur des choses pour la fertilité des sols. Anne Coton-Gagnon, une étudiante de maîtrise avec moi, c'est finalement Luc Guingamp, qui travaille beaucoup sur les images satellites et les perturbations. Donc, ce travail-là, c'est aussi une équipe de recherche interdisciplinaire qui inclut des chercheurs gouvernementaux, que ce soit du CSL ici, mais également d'autres centres de recherche du Canada, que ce soit au Centre de foresterie du Grand Lac ou au Centre forestier de l'Atlantique, et également des chercheurs de la direction de la recherche forestière du Québec. Donc, qui réunissent des expertises qui sont différentes, mais très complémentaires, qui nous ont permis d'adresser l'ensemble certains des résultats que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est également une équipe de recherche qui inclut des chercheurs universitaires de plusieurs universités du Canada et même à travers le monde. Encore là, avec des expertises qui sont complémentaires, mais qui apportent des éléments qu'on n'aurait pas pu trouver si c'était moi uniquement qui avait mené ce projet de recherche-là. J'ai certainement pas toutes les connaissances pour y aller.
tellement du monde, mais je pense que c'est les personnes les plus importantes. Puis, une autre chose que je voudrais souligner, c'est que ces travaux-là, comme l'hémisordus, c'est un insecte qui devient épidémique à tous les 30 ans. Il y a des cohortes de chercheurs qui apparaissent à tous les 30 ans qui vont s'intéresser à ça. Fait il y a des travaux qui ont été faits dans les années passées, donc il y a 30 ans, puis même si on peut remonter dans les épidémies des années 50, il y a des cohortes de chercheurs qui ont été là, puis souvent ces résultats-là sont oubliés, mais je tiens à souligner que tout ce qu'on présente aujourd'hui s'appuie aussi sur les connaissances qui ont été acquises au cours de ces années-là. Puis finalement, je vais terminer par ma présentation et mes remerciements avec ça n'aurait pas pu être réalisé non plus sans le support de plusieurs étudiants gradués et aides techniques qui ont participé à ce projet-là. Je veux les remercier aussi, puis ils nous amènent beaucoup de fraîcheur dans notre équipe de travail. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, tout d'abord, c'est une mise en contexte sur la tordeur des écosystèmes forestiers. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails parce que j'imagine que tout le monde connaît quand même relativement bien cet insecte défoliateur, mais quand même, il y a des choses que je veux juste présenter pour faire juste un point, mettre les bases que tout le monde va être en mesure de suivre par la suite. Je vais aussi parler des changements climatiques parce que c'est un élément qui est quand même considérablement important sur les épidémies futures, même sur l'épidémie actuelle qui a cours, puis comment ces changements-là vont affecter la tordeuse et la forêt dans le futur. Puis, l'ensemble de la présentation va être sur l'épidémie qui a cours en partie sur la côte nord depuis 2006 où on voit des augmentations de population. Je vais vous présenter les résultats qu'on a obtenus sur les suivis de défoliation du sapin et de l'épinette noire, mais aussi des résultats sur la défoliation de la régénération du sapin et de l'épinette noire qui ont été faits par mon étudiant de maîtrise, notre étudiant de maîtrise, Anne Coton-Gagnon. Je vais brièvement parler de la performance de l'insecte parce que je laisse ça plus habitat ces choses-là, mais quand même, il est de mise que j'en parle un tout petit peu. Par la suite, je vais parler de choses qui ont fait, de résultats qui ont fait à la mortalité, des suivis de mortalité qu'on fait depuis le début de cette épidémie-là. Puis finalement, terminer avec l'impact de la défoliation sur la fertilité et la dynamique des nutriments, parce que ça engendre des changements au niveau des écosystèmes qui sont relativement importants et il y a des choses vraiment intéressantes qui commencent à émerger de ces résultats-là. Et je vais terminer avec quelques conclusions. Donc, la tordeuse de bourgeon d'épinette, Coptoneura funiferana, c'est un lépidoptère de la famille des tortricidés qui affecte, qui défolie principalement les conifères. On va parler du sapin baumier qui est son nom principal, mais il y a également l'épinette blanche, l'épinette noire, et quand les populations sont très élevées, même les mélèzes peuvent être un peu défolies. Ou la couche même peut être défoliée. L'insecte a la particularité de se nourrir en majeure partie du feuillage de l'année, donc les pousses qui sont en train de se développer. Ça, c'est quelque chose qui est important, surtout en lien avec les changements climatiques, parce que ces autres sont la phénologie des autres et la phénologie de l'insecte sont très liées. Donc, c'est un insecte qui va causer des dommages relativement importants sur la forêt et engendrer de la mortalité dans les peuplements forestiers. Donc, il y a des impacts économiques importants. Au niveau de son cycle vital, deux choses importantes à retenir. L'adulte émerge environ au fin juillet, début du mois d'août, et rapidement, il va pondre ses œufs. La petite larve va émerger à peu près, peut-être une semaine plus tard, se transformer rapidement en L2, donc il y a ce stade larvaire, et c'est ce stade larvaire-là qui va passer l'hiver. Donc, c'est une espèce qui est très adaptée, qui est bien adaptée aux conditions climatiques froides, parce que c'est sûr qu'il faut que tu sois résistant au froid pour pouvoir survivre pendant tout cet hiver-là. Par contre, ça va être un facteur qui va être déterminant pour expliquer le sud de son aire de distribution, parce que s'il fait trop chaud à l'automne, comme la larve ne va pas se nourrir à l'automne, elle va utiliser rapidement ses réserves s'il fait trop chaud, donc beaucoup de mortalité en période hivernale qui va être liée à ça. Donc, ça va limiter l'insecte au sud de son aire de distribution. Quand la larve émerge au printemps, elle va se transformer rapidement en L3, puis à partir de ce moment-là, va commencer à défolier les pousses qui commencent à sortir du sapin, surtout les épinettes. Donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que la tordeuse a exactement une période d'à peu près 3 mois pour compléter son cycle vital. Donc, si on est trop au nord, le climat n'est pas propice
au développement de la tordeuse, qui attend jusqu'à l'âge de poulant adulte pour pouvoir pondre ses œufs, mais il va y avoir beaucoup de mortalité. Donc, ça va être un facteur qui est très important pour limiter cette distribution au nord. Donc, quand on parle d'effet des changements climatiques sur l'aire de distribution de l'insecte, ce n'est pas une extension de l'aire de distribution, mais c'est plus une bande qui va se déplacer au sud, du sud vers le nord ou du nord vers le sud, tout dépendant de la direction des changements climatiques. Les autres, la tordeuse, j'en ai parlé brièvement tantôt. J'en présente trois parce que c'est les plus importants dans le contexte des résultats que je vais vous présenter, mais surtout le satin baumier et l'épinette noire dans mon contexte. Donc, ce qu'on sait, ce que les études ont révélé jusqu'à maintenant, le satin baumier, c'est vraiment l'autre de prédilection de la tordeuse. Beaucoup plus susceptible, on est beaucoup plus susceptible de rencontrer des larves, plus susceptible que les adultes à pondre des œufs sur le sapin, donc très, très susceptible et en même temps très vulnérable parce que quand c'est très défolié, beaucoup de mortalité au niveau de l'épinette noire, au niveau du sapin baumier, pardon. L'épinette blanche est également très susceptible, un peu moins vulnérable, puis ça semble être lié au fait que les bourgeons de l'épinette blanche se développent quand même rapidement, peut-être plus rapidement que les larves vont se développer, ce qui fait que les larves, plus la saison avance, plus vont se nourrir de feuillage qui est coriace, ça peut nuire donc à leur performance. Pour ce qui est des l'épinette noire, on quand même une espèce qui est susceptible à supporter les populations de tordeuses, mais qui est beaucoup moins vulnérable à la défoliation et à la mortalité. Les travaux de Henniger et McLean en 2008 ont montré que pour 100% de défoliation sur un sapin baumier, on aurait à peu près 70% de défoliation chez l'épinette blanche, puis on aurait peut-être un petit peu moins de 30% de défoliation chez l'épinette noire. Puis, ce qu'on voit, c'est que cette différence-là est principalement liée au synchronisme phénologique entre l'émergence des larves au printemps et l'ouverture des bourgeons des espèces hôtes à la même période. C'est-à-dire que s'il y a un synchronisme qui n'est pas adéquat, un asynchronisme, par exemple, entre l'épinette noire, en l'occurrence, et l'émergence des larves, c'est-à-dire que les larves de tordeuses vont émerger tôt au printemps, puis souvent, ce qui arrive, c'est que les bourgeons d'épinette noire vont ouvrir beaucoup plus tard. Ce décalage phénologique-là fait en sorte qu'il y a beaucoup de mortalité de larves s'ils sont en présence d'épinette noire, ce qui fait que fréquemment, il va y avoir beaucoup moins de défoliation chez cette hôte-là, comparativement au sapin baumier qui, lui, est plus synchrone en termes d'ouverture de bourgeons par rapport à l'émergence des larves de tordeuses. Si on regarde maintenant une profondeur un peu historique de l'épidémie, des épidémies de tordeuses, ce qu'on voit ici, c'est utiliser le pointeur, ce qu'on a ici, c'est une carotte de sédiments qui a été faite, puis on peut remonter dans le temps de l'actuel ici jusqu'à, dans ce cas-là, ce qu'on était capable de faire. C'est un travail de Simard avec l'équipe du Bernard, c'est de remonter jusqu'à 8 000 ans en arrière dans le passé. Puis ce qu'on voit ici sur l'axe, c'est des signes de présence de tordeuses. Si je me souviens bien, c'est dans les pétales. Donc, c'est des grottes de tordeuses qui se sont, je ne dirais pas fossilisées, mais qui ne se sont pas décomposées, qui sont capables de reconnaître dans les sédiments. Ce qu'ils ont été capables de montrer, c'est que la période actuelle, donc le 20e siècle ou 21e siècle, bien qu'il y avait une présence quand même importante de signes qu'il y avait de la tordeuse, c'est pas vraiment ce qu'on voit dans la période subséquente. Donc, peut-être jusqu'à moins 5000, la tordeuse bien présente était vraiment très fortement représentée dans ce territoire-là. Puis on voit des périodes où, au contraire, il y avait la tordeuse, une affaire effrayante, beaucoup plus présente que même au XXe siècle. Donc, ça pour dire qu'il y a une grande variabilité temporelle dans la présence de l'insecte. Puis ça, c'est principalement lié au changement climatique. Parce que, donc, sur cette période-là de 5-6 000 ans ou plus, il y a quand même eu beaucoup de changements au niveau du climat. Il y a eu des périodes plus chaudes qui ont probablement été plus propices à cet endroit-là, à la présence de tordeuses, qui ont été suivies par des périodes plus froides, donc, en l'occurrence, c'était beaucoup moins propice à la présence de l'insecte. Puis, aujourd'hui, le climat dans ce type-là est plus propice. Je sais que
Hubert, Morin et compagnie ont beaucoup plus de sites présentement, qui sont capables d'avoir un portrait plus global, plus spatial de ça. Mais je ne sais pas encore s'ils ont publié ces résultats-là, mais c'est sûr qu'on va avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant qui s'en vient sur la variation spatio-temporelle des épidémies chlorées, qui va nous donner une meilleure connaissance un peu de ce qu'on vit présentement. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voyait aussi dans le passé? Surtout en aménagement écosystémique, c'est quelque chose qui peut être intéressant d'avoir comme information. On se ramène un petit peu plus dans le présent. 20e siècle, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu 3 épidémies majeures au 20e siècle. L'épidémie début 1900, 1915, 20 à peu près, c'est le maximum de l'épidémie ici. On a eu une épidémie des années 40-60 qui couvre généralement une grande période temporelle, mais c'est parce qu'en même temps, c'est qu'il couvre une grande période spatiale. Ce qui se passe dans un endroit peut se terminer alors que ça va commencer ailleurs. On a un gradient temporel de 20 ans, mais ce n'est pas 20 ans au même endroit. Parce que l'insecte se déplace dans l'espace. Puis ici, on a l'épidémie des années 80. Désolé d'interruption. Si l'opérateur, puis est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Apparemment, j'essaie de vous entendre, puis votre son n'est pas très fort. J'ai un moyen d'approcher le microphone ou quelque chose comme ça? Je peux essayer. Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? C'est plus fort, mais on dirait qu'il y a un petit peu de distorsion. On me dit qu'on ne peut rien faire. Je pense que c'est beaucoup mieux. Bon. OK, ben je ne sais pas si on a fait quelque chose ou c'est moi, mais je vais essayer de me rapprocher. C'est bon. La conférence a été mise en mode discrétion. The conference has been muted. D'accord. J'essaie de parler plus fort. Donc, on en était à l'épidémie des années 80 qui a commencé à peu près en 1966 pour se terminer en 1992. Cette épidémie-là est quand même assez bien documentée parce qu'il y a eu plusieurs travaux qui ont été faits. En termes de superficie, elle a couvert à peu près 350 000 km² au Québec. Si on regarde l'Est du Canada, on parle d'à peu près plus de 50 000 km² de territoire qui a été affecté. Donc, on parle de territoire affecté. C'est pas... Ça va bien? Vive la technologie. Dans le temps, je pouvais me déplacer puis aller à l'écran, pointer avec une antenne. Ça... Là, il n'y a plus de feedback. Il y en a encore. Oui, c'est ça. Donc, je disais 500 000 km² au Québec, pas au Québec, mais dans l'Est du Canada. Donc, c'est pas c'est une perturbation qui est majeure sur le territoire forestier et qui a des impacts sur le territoire, sur la forêt. Donc, l'épidémie des années 60, 70 et 80 a eu un impact principalement important dans le domaine de la sapinière, qu'on peut voir ici. Puis si on regarde l'étendue des dommages en termes de... Ce qu'on voit ici, c'est en termes de durée. Donc, en jaune, ici, les dommages qui ont duré pendant 1 à 3 ans. Donc, 1 à 3 ans, 1 à 3 années de défoliation sévère, ou en fait de défoliation. Puis quand on arrive dans les zones plus rouges, maintenant, on arrive à plus de 7 années de défoliation. Donc, on peut facilement penser que plus la défoliation a duré de temps, plus les dommages ont été sévères sur les territoires forestiers. Donc, globalement, ce qu'on peut percevoir de cette épidémie-là, l'impact majeur a été dans le domaine de la sapinière, mais il y a tout de même eu de la défoliation et un peu de mortalité dans le domaine de la bêtière. Puis ce qu'on a constaté, ce que les travaux ont montré, c'est que la mortalité survient généralement de 4 à 6 ans après défoliation sévère. Si on se projette un petit peu plus loin dans le futur, donc l'impact des changements climatiques sur la sévérité des épidémies chloreuses. Ce que des travaux ont montré, entre autres
Gray, par des travaux de modélisation, il a montré que les épidémies, dans le futur, devraient durer plus longtemps et entraîner en moyenne 15% plus de défoliation. Donc, on peut penser que les épidémies dans le futur pourraient être plus sévères. Ce que Rinière et collaborateurs ont montré au niveau de la performance, pas de la performance de l'insecte, mais que, jusqu'à un certain point, que l'insecte va mieux compléter son développement plus au nord à cause de l'augmentation de la température. Donc, ce qu'on voit ici, c'est, avec le climat actuel, c'est la distribution actuelle de l'insecte, où elle peut se développer, bien se développer. Puis ici, c'est les projections sur la période 2041 à 2070. Donc, ce qu'on voit, c'est que les endroits, spatialement, où la tordeuse va pouvoir mieux se développer sont plus au nord parce que le climat va être plus favorable au nord pour son développement. Puis les travaux de Tourette Warren, les collaborateurs, en 2015, ont montré que, en fait, on a émis l'hypothèse que la vulnérabilité de l'épinette noire à la tordeuse pourrait être accrue du fait qu'elle va se déplacer plus vers le nord, puis qu'éventuellement, il pourrait y avoir une adaptation de l'insecte à la phénologie des épinettes noires. Je présente maintenant ici des résultats de modélisation, un modèle relativement simple qu'on a fait, qui consiste à regarder comment, en termes de sévérité, comment les épidémies futures pourraient se comporter. Puis pour ça, quand je parle de sévérité dans ce cas-ci, je parle de mortalité des peuplements. Donc, souvent, quand on regarde dans les peuplements forestiers au Québec, on a l'avantage d'avoir beaucoup de cartographie. Il y a des inventaires de sénaux qui sont faits depuis les années 60, ce qui nous permet d'utiliser ces données-là pour reconstruire un peu quelles étaient les conditions forestières qui ont engendré la mortalité. Donc, si je m'explique, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un modèle, on a construit un modèle statistique pour prédire la probabilité de mortalité d'un peuplement lors de l'épidémie des années 60, 70 et 80. Pour ça, on a utilisé les données du SPAR. On a pris les données du premier inventaire, qui étaient les inventaires qui ont été faits dans les années 60-70, donc avant l'épidémie, pour lequel on a extrait les variables prédictives. Donc, quand je parle de variables prédictives ici, ça va être la composition, donc les essences dominantes, par exemple, l'âge des peuplements. On a calculé un indicateur de voisinage parce qu'il y a des travaux qui ont montré qu'un peuplement, par exemple, de sapins entouré de feuillus pourrait être plus résistant à la défoliation. Fait qu'on a inclus des variables de paysage pour essayer de comprendre l'influence de la composition environnante sur la probabilité de mortalité. Puis, on a inclus quelque chose de climatique, donc c'est l'indice de tordeuse que j'ai présenté tantôt des travaux de Rinière, qui, lui, nous permettait de voir comment le changement climatique était pour influer sur la sévérité de la mortalité. Puis, on a aussi inclus des variantes de dépôt de drainage. Donc, premier inventaire nous permet d'extraire les variantes prédictives. Deuxième, troisième inventaire nous permet d'avoir notre variable prédite, qui est ce qu'on veut prédire, l'épidémie légère et l'épidémie sévère. Donc, je vous présente les résultats du modèle. En fait, ce qu'on a fait par la suite, une fois qu'on a construit ce modèle-là, on l'a pris pour essayer de voir, à partir des conditions forestières actuelles, avec les inventaires du troisième et du quatrième décennal, ce qu'on s'est dit, c'est que bon, on va regarder ça, puis on va fixer juste, on prend les conditions forestières, puis on va fixer ça, puis on va regarder l'influence du climat. C'est-à-dire, ici, climat 1965-76, avec les conditions forestières qu'il y avait en l'an 2000, puis ici, climat 2013-2014, donc au moment de l'épidémie des années 2000, et les mêmes conditions forestières. Donc, essentiellement, on voit la différence. Je sais qu'on la voit pas très bien sur la carte, mais la différence qu'on voit, c'est que si on prend tout pareil sauf le climat, ce qu'on voit, c'est que même avec le climat des années 2000, comparativement au climat des années 60, on voit qu'il y a une progression de la sévérité vers le nord. Donc, la probabilité de mortalité semble augmenter au nord du Québec, dû simplement au fait que le climat est plus propice au développement de l'insecte, si toutes les autres conditions sont semblables. Quand on fait la différence entre le climat qui avait cours en 1965 avec le climat d'aujourd'hui, ce qu'on voit ici, c'est que, par exemple, au sud, je ne sais pas si vous le voyez bien sur
même dans certains endroits, il y en a quand même beaucoup. Donc, ces sapins-là, avec les épinards noirs, deviennent automatiquement plus vulnérables à la mortalité. Si on projette ça un petit peu plus loin dans le temps, ce qu'on voit, c'est que ici, c'est avec le scénario climatique FCP 4.5, qui n'est pas le plus pessimiste, mais ce qu'on voit essentiellement, c'est que toute la zone du nord-est du Québec va être beaucoup plus sévèrement affectée par la tordeuse dans cette période-là, c'est une épidémie. Puis, si on projette encore plus loin, si toutes les choses, si rien ne change, éventuellement, c'est que le climat va être beaucoup chaud, même rendu là, parce qu'il va y avoir des dommages vont diminuer. Éventuellement, la tordeuse va se retrouver dans un environnement où il y aura peut-être plus assez d'eau pour entraîner la mortalité. Par contre, ça, c'est la sévérité des épidémies, ce que le modèle propose, devrait diminuer, mais ça, c'est seulement si le synchronisme immunologique entre l'épinette noire et la tordeuse ne change pas. Parce qu'on sait que plus on va vers le nord, plus on a l'épinette noire. Donc, si le synchronisme immunologique entre la tordeuse et l'épinette noire change, que ça devient plus propice à causer des dommages chez l'épinette noire, là, on pourrait assister à plus de mortalité. Les travaux récents qu'on a faits sur le synchronisme phénologique entre la tordeuse et ses autres, en fonction de l'administration de température, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé en forêt, on a échantillonné des semis et des cônes d'épinette noire et de sapin dans des microclimats différents. Donc, on a créé finalement un gradient de température artificielle. On voit ici, donc, avec une température moyenne ici de 0, on a un gradient de température ici sur l'axe glycémique d'environ 4 degrés. Chaque point est un arbre. On a ici en haut les épinettes noires, on a ici les sapins mouillés. Ce qu'on a sur l'axe Y, c'est le synchronisme phénologique entre l'émergence des larves au printemps, parce qu'on a, pour les mêmes arbres qu'on regardait l'ouverture du bourgeon, on allait échantillonner aussi des larves. Ça, c'est un genre de strates collantes. C'est que toutes les larves qui sortaient et qui tombaient, on était répertoriées, puis on comptait le nombre de larves, puis on savait quelle journée elles étaient tombées, puis on faisait faire l'adéquation avec l'ouverture du bourgeon. Rapidement, ce que ça montre, c'est que plus on se trouve dans des microclimats qui sont chauds, et plus le synchronisme phénologique, plus le délai entre l'émergence des larves et l'ouverture du bourgeon est réduit. Puis ça, c'est observé chez les deux essences. Donc, ce que ça propose, c'est qu'il pourrait y avoir un meilleur synchronisme qui éventuellement se développe. Puis ça, essentiellement, c'est associé simplement c'est la plasticité qui s'exprime ici, c'est la plasticité des arbres dans l'ouverture de leur bourgeon. Mais si on poursuit l'étude, parce qu'on peut imaginer que l'insecte pourrait éventuellement s'adapter à un environnement plus chaud, c'est-à-dire que les larves, par exemple, les larves qui émergent plus tard au printemps dans un environnement où l'épinette noire est présente pourraient être favorisés parce qu'ils pourraient survivre du fait qu'ils se retrouvent dans un environnement où les bourgeons qui vont ouvrir chez l'épinette noire vont être plus synchronisés avec l'émergence de ces larves-là. Donc, les larves qui apparaissent plus tard auraient avantage. Et si ce trait-là est transmis dans le temps, il pourrait y avoir une adaptation qui ferait que l'épinette noire serait plus vulnérable à la tordeuse dans le futur. On est en train de conduire une expérience pour ici à Valcartier où on chauffe artificiellement des semis de sapin et d'épinette noire de différentes provenances. Puis on a introduit ici des larves dans ces environnements-là. Donc, on regarde essentiellement l'effet d'augmentation de la température. On augmente actuellement la température de 2 degrés en chauffant ces environnements-là. Puis on regarde l'effet que ça a sur l'ouverture des bourgeons, mais on regarde aussi l'effet que ça a sur le développement des larves. Puis, ce que DIPA et ses collaborateurs font, c'est qu'ils vont conserver ces larves-là d'une génération à l'autre pour pouvoir les élever, puis de voir si effectivement ces traits-là, dans les environnements chauffés, pourraient être transmis de génération à l'autre. Je n'ai pas de résultat à vous présenter là-dessus encore parce que c'est en cours de développement. Donc, on s'approche tranquillement de notre présente épidémie. Je vais passer rapidement sur cette diapo-là, mais je vous présente ici, en 2018, l'état de la situation. On est rendu à plus de 8 millions d'hectares de forêt qui ont été détruits en 2018.
bien que la Côte-Nord est quand même encore très, très représentée, il y a eu des dommages maintenant qui sont quand même relativement importants dans l'océan Gaspésie, un peu sur la en Saguenay-Lac-Saint-Jean et Abitibi-Témiscamingue. En 2008, ce qu'on voyait, il y avait quand même relativement peu de dommages. Il y avait des foyers d'infestation un peu partout. Ce qu'on voit essentiellement, c'est que c'est ces foyers-là ici qui se sont les plus développés au début. Ça, c'est la situation à peu près au moment où on a entrepris notre projet. Et donc, on s'est dit que c'est une occasion, scientifiquement, c'est vraiment une occasion idéale pour suivre à long terme les effets de l'épidémie sur l'écosystème forestier. Surtout dans des paysages forestiers qui, historiquement, avaient été peu affectés par la tordeuse. Parce que ce que ça montrait, c'est bien que la tordeuse avait affecté ces paysages-là. Ça avait duré pendant peut-être 1 ou 2 années, mais pas assez longtemps pour engendrer des dommages sévères. Donc, c'est intéressant de pouvoir être en mesure de regarder ce qui se passe dans ces environnements-là. Puis aussi, c'était dans des écosystèmes où l'épinette noire est une constituante très importante de l'écosystème forestier. Donc, ce qu'on a commencé à faire, c'est on s'est dit, on va suivre les populations de la tordeuse, mais aussi de suivre les effets de la défoliation dans différents types de peuplements, dans différents types de forêts. Donc, pour ce faire, c'est qu'on a commencé, on a installé des dispositifs permanents. Pour le moment, il y a 10 quadrants pour lesquels on suit de façon très, très précise l'évolution de l'épidémie. Ces quadrants-là varient de 0,4 à 1 hectare et ont été établis dans ce qui est devenu, comme je mentionné, un foyer majeur d'infestation de tordeuse. On a principalement 3 types de peuplement. On a 3 sapinières. On les voit bien à l'écran, mais c'est les points en bleu. On a 4 peuplements qui sont dominés par l'épinette noire, puis on a 3 peuplements qui sont partagés entre l'épinette noire et le sapin. Donc, les peuplements mixtes sont quand même assez bien représentés sur le territoire. C'est une composante vraiment importante de l'écosystème forestier. Voici un exemple d'une des parcelles du dispositif. Donc, dans ces dispositifs-là, on a cartographié tous les arbres qui avaient plus de 5 cm de DHP. On a cartographié tous les chicots, tous les arbres morts au sol. Puis, ce qu'on fait essentiellement, c'est qu'on, tous les années, on revisite ces sites-là. On estime la défoliation visuellement de chacun des arbres. On va regarder leur statut. Est-ce que l'arbre est encore vivant? Est-ce qu'il a été renversé? Des choses comme ça. On a des données plus précises qu'on prend au niveau de différents points d'échantillonnage du long de nos quadrants sur la pluie gliciaire. Donc, la défoliation, ça va engendrer des pertes d'aiguilles, des épaisses qui vont tomber au sol. On peut voir c'est quoi l'impact de ces éléments-là sur la fertilité des sites. Donc, c'est des choses qu'on récolte. On regarde aussi, avec des résines échangeables, l'impact de la défoliation de l'ouverture du couvert forestier sur la fertilité des sols. On regarde l'ouverture de la canopée. On suit l'état des populations de tordeuse. Puis, il y a plusieurs autres choses que je ne parle pas aujourd'hui, mais on regarde les plantes de soie, entre autres, comment ça change dans le temps. Donc, ce qu'on vise à faire, c'est un peu certaines questions de recherche qu'on aimerait tenter de répondre. Par exemple, est-ce que les peuplements de sapins baumiers sont plus susceptibles à la défoliation que les autres? Qui, a priori, ce qui semble être le cas. Y a-t-il un effet protecteur de l'autre secondaire sur l'autre primaire? Quand je parle d'autre secondaire, on va parler de l'épinette noire. Est-ce que l'épinette noire confère une certaine résistance aux sapins baumiers face à la défoliation? Dans quel type de composition l'insecte va-t-il le mieux performer? Donc, pour ça, on va échantillonner des branches de nos arbres pour faire des suivis annuels de la défoliation puis des populations de tordeuse qu'on va échantillonner à différentes périodes dans la saison. Qui sont faits dans différentes conditions forestières, donc dans les types de peuplements que je vous ai parlé il y a quelques minutes. Si on regarde maintenant les résultats au niveau de la défoliation, ce qu'on voit ici, on a nos types de peuplements. On a les sapinières en haut, on a les peuplements mixtes, sapins épinette noire, et on a les peuplements essentiellement dominés par l'épinette noire en bas. Donc, sur l'axis X, on a le temps, donc de 2006 à aujourd'hui, 2018. Puis, sur l'axis Y, on a le pourcentage de défoliation. Essentiellement, ce qu'on a ici, c'est un suivi annuel de la défoliation de nos arbres qui ont été échantillonnés. Je pense qu'on échantillonne plus de
300 arbres sur une base annuelle. Puis, ce qu'on peut voir de ça, c'est qu'il y a les patrons de défoliation sont différents selon la composition des peuplements forestiers, mais aussi selon la localisation dans le paysage forestier. C'est-à-dire qu'il y a des sites qui ont beau être des sapinières, mais qui n'étaient pas à l'origine dans un endroit qui était un foyer d'infestation, mais ils ont été affectés un peu plus tard. Donc, ça explique les différences qu'on peut voir dans les façons temporelles associées à la défoliation. Mais globalement, ce qu'on peut retenir de cette diapo-là, c'est qu'il y a 2014, qu'on voit ici, c'est vraiment un moment fort de l'épidémie où il y a eu un gros pic de défoliation qui a été suivi 2015 et 2016 par des creux. Et il y a eu une nouvelle vague de défoliation en 2017 qui était vraiment très, très importante sur la côte nord, qui a engendré, on va le voir plus tard, beaucoup de mortalité. Si on regarde maintenant les différences entre peuplements, ce qu'on perçoit de plus, c'est que la défoliation de l'épinette noire semble présenter un délai temporel. C'est-à-dire que les peuplements où il y a du sapin, soit dominés par le sapin ou un mélange de sapin et d'épinette noire, sont défoliés plus rapidement plus tôt dans l'épinette que l'épinette noire. Par contre, les peuplements d'épinette noire, quand il y a des périodes de défoliation massive, sont très, très affectés. Donc, on atteint dans certains cas des défoliations annuelles qui avoisinent de 100%. C'est loin d'être négligeable la défoliation d'épinette noire dans ces forêts. Donc, ce qu'on peut prédire à partir de ça, c'est que les peuplements de sapin sont probablement des sources avant les peuplements d'épinette noire, mais que dans le temps, ça peut varier. Dans certains moments d'épidémie, ça peut être le contraire qui va se passer. On a regardé, donc, différencier globalement à l'échelle du peuplement, mais on a aussi regardé ça d'une façon plus fine. C'est-à-dire, on peut voir les variations temporelles de l'effet du voisinage immédiat de nos arbres. Si on a un arbre 6 ici, qui soit un sapin ou une épinette noire, c'est nos arbres ici, on a regardé qu'est-ce qu'il y avait dans son voisinage, comment le voisinage, la composition du voisinage ou l'abondance de certaines espèces influençait la défoliation. Ce qu'on a regardé principalement, c'est qu'il y a deux hypothèses dans le milieu. L'hypothèse de la concentration ou de la dilution des ressources, c'est qu'il y aurait plus ou moins de défoliation, plus ou moins de défoliation selon la quantité de boisés que tu vas avoir en termes de surface terraire, par exemple. Donc, essentiellement, un sapin entouré de beaucoup de sapins, puis où est-ce que la densité est très très forte, mais il va y avoir beaucoup de défoliation du fait que les arbres peuvent se déplacer plus facilement d'un individu à l'autre. Tandis que l'autre hypothèse, que serait, elle, plus à la résistance ou à la susceptibilité d'association qui, elle, serait liée à la composition, mais sans tenir compte de la densité. Puis, donc, il y avait une hypothèse qui avait été émise dans les années 80 qui disait que, par exemple, les feuillus conféraient une certaine résistance d'association. Le fait d'être un sapin dans un environnement de feuillus, ça permettait à l'espèce de subir moins de défoliation. Fait qu'on a voulu voir si le même scénario avait cours avec l'épinette noire, puis on a voulu regarder, prendre les différents types de peuplements, sapinières, peuplements mélangés et tertiaires, si ce scénario-là changeait. Puis on a regardé aussi, est-ce que ce qu'on observe une année est garant de ce qu'on va observer dans le futur, ou si c'est quelque chose qui va changer dans le temps. Donc, ce qu'on a ici, premièrement, c'est à l'échelle du peuplement, la défoliation annuelle du sapin et de l'épinette noire selon la composition des peuplements. Donc, excusez-moi si c'est en anglais, mais les lignes thèmes BAS, c'est pour Balkan, donc c'est des peuplements de sapin, donc qui sont ici, peuplements de sapin ici, peuplements mélangés et avec des lignes pleines et pointillées, on voit ici, ça c'est des tertiaires. On a la défoliation du sapin pommier et la défoliation de l'épinette noire. Puis on a le temps ici. Donc, ce qu'on voit essentiellement, ce qu'on peut sortir de ce résultat-là, premièrement, c'est que la défoliation du sapin est toujours plus forte que la défoliation de l'épinette noire. Donc, c'est pas une grande découverte, mais c'est quand même un résultat. On confirme ce que d'autres ont déjà montré, mais on s'y attendait quand même pas mal. Par contre, ce qu'on voit, aussi, c'est que la défoliation augmente plus vite et atteint des plus hauts niveaux dans les sapinières que dans les autres types de peuplements. Ça, c'est peu importe l'espèce. Donc, autant chez l'épinette noire que chez le sapin, si tu as une épinette noire dans une sapinière, tu vas être défolié plus qu'une épinette noire dans une tertiaire.
voyait, c'est que l'épinette noire, l'épinette noire est plus défoliée quand il est entouré par des autres primaires, c'est-à-dire quand il est entouré de sapins. Quand tu as une épinette noire et tu as des sapins dans ton entourage, tu risques d'être plus défolié que quand tu es entouré essentiellement d'autres épinettes noires. Maintenant, on regarde ça un petit peu plus précisément. Donc, là, on regarde l'hypothèse de la concentration des ressources, c'est-à-dire la densité autour de notre espèce cible. On le regarde ici pour le sapin. Donc, ce qu'on est ici, c'est pas parce qu'on le voit pas très bien. Ici, chaque ligne, par exemple, représente la dominance. Donc, ici, on a une augmentation de la dominance, donc dans ce cas-là, du sapin, en 2006, en 2007, ainsi de suite, jusqu'à 2015. On a fait ça, cette étude-là, jusqu'en 2015. Donc, ça veut dire qu'ici, on n'a pas beaucoup de sapins. Ici, on a plus de sapins pour l'année 2006. Puis, c'est la même chose pour les autres années. Ce qu'on voit essentiellement, dans le cas du sapin, il y a un effet de la concentration de la ressource. Le sapin est plus défolié quand il est entouré de plus de sapins. Par contre, cette relation-là est significative uniquement au début de la période épidémique. Plus on progresse dans l'épidémie, cette relation-là se stabilise ou disparaît. Puis dans les cas il n'y a pas d'effet. Donc, qu'on soit dans une sapinière ou dans un peuplement mélangé de sapins et d'épinette noire, si tu es un sapin, plus tu vas avoir de sapins autour de toi, plus tu vas être défolié au début de l'épidémie, mais après ça, il n'y a plus d'effet parce que probablement les populations de cordeuses sont tellement importantes que tous les arbres sont sévèrement défoliés, peu importe les voisins. Pour ce qui est de l'épinette noire, ce que les résultats ont montré, c'est qu'il n'y avait pas, en fait, que l'épinette noire était plus défoliée quand il y avait plus de sapins dans son voisinage, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Puis ça, c'était pas différent selon le type de peuplement. On regarde maintenant les effets d'association. Donc, même type de figure, ici, c'est essentiellement c'est la dominance relative en pourcentage, donc de 0 à 80% d'épinettes noires en 2006, 2007, 2008 jusqu'à 2015. Puis, sur l'axe Y, ici, on a la défoliation de sapin bourré. Donc là, ce qu'on veut voir, c'est comment la présence, si c'est un sapin qui est dans un environnement où il y a plus ou moins d'épinettes noires, comment ça va affecter ta défoliation. Puis, ce qu'on a remarqué, c'est que dans ce modèle-là, il n'y a pas d'effet de composition de peuplement. Donc, c'est parfait. Si tu es dans une sapinière, dans une pêcheur ou dans un peuplement mélangé, l'effet est le même. Par contre, il y a un effet dans le temps. C'est-à-dire que le sapin bénéficie d'une résistance d'association. Donc, il y a un effet protecteur de l'épinette noire chez la défoliation du sapin, mais qui se manifeste seulement à deux périodes dans nos données, soit en 2010 et 2011. Autrement, il ne semble pas y avoir d'effet. Donc, si on avait fait cette étude-là seulement sur une année, on aurait peut-être vu un effet d'association ou pas. On aurait pu conclure que c'est le cas tout le temps, mais ce n'est pas vrai. Donc, il y a un effet de population de cordeuses qui influence ces résultats-là. Pour ce qui est des épinettes noires, c'est beaucoup plus complexe comme patron. Mais, donc, je vais juste revenir ici. Donc, pour les épinettes noires, ce qu'on regarde ici maintenant, c'est l'effet d'être entouré de plus ou moins de sapins sur la défoliation dans des peuplements qui sont dominés. Donc, si un épinette noire dans un peuplement dominé par les sapins, dans un peuplement mélangé ou dans un peuplement dominé par les épinettes noires. Ce que les résultats montrent, c'est que dans les peuplements mélangés, c'est là que c'est vraiment intéressant, il y a un très très fort effet de susceptibilité d'association. Donc, ce qu'on voit, c'est que les épinettes noires, ici, plus ils sont entourés de sapins, plus sévèrement ils vont être défoliés. Puis, ça, c'est majeur, c'est presque pendant toute la période de mesure. Pour ce qui est des épinettes noires dans les sapinières, il y a susceptibilité d'association dans les sapinières, mais seulement que pour une courte période de temps de 2009 à 2012, c'est pas aussi prononcé que pour les peuplements mélangés. Ça, c'est probablement dû au fait que dans les sapinières, il y a tellement de sapins que la cordeuse, je veux dire, elle a l'embarras du choix, qu'elle va se nourrir de sapins, puis l'épinette noire doit être généralement exposée. Puis quand on est dans les tertiaires, ça, on ne se l'explique pas tout à fait encore, c'est qu'il semble y avoir résistance d'association dans les tertiaires. C'est-à-dire que
que dans ces cas-là, la cordeuse a le choix, puis elle va aller plus vers le sapin, ça va laisser de côté les épinatoires qui sont pas des bons. On a regardé la même chose sur la régénération. Ce qu'on a fait, c'est qu'avec Martin Simard et Anne Coton-Garnier, on a fait des suivis démographiques de près de 8000 semis d'eau. Je dois dire tout de suite, c'est pas moi qui ai fait ça. De sapin et d'épinatoires dans différents contextes de composition. C'est le même contexte de composition que je vous ai parlé tout tantôt. Sapinière, tertiaire, c'est simplement mélangé. Puis on a regardé comment la défoliation de la régénération était affectée par la cordure. Donc, ce qu'on voit ici, les résultats du modèle, la nuance que j'ai ici, c'est que sur la grille, ce qu'on a, c'est la hauteur. Parce qu'on a traité nos semis en fonction de leur hauteur. Il y avait une hypothèse qui disait que plus les semis sont hauts, plus ils vont être sévèrement affectés par la cordure. Donc, on regarde ici la hauteur de nos semis dans les peuplements d'épinatoires, mais ou dominés par le sapin. Puis ça, c'est la défoliation critique. Ce qu'on voit essentiellement, c'est que la haute régénération est plus sévèrement défolie que la basse régénération. Ça confirme les observations que Ruel avait faites dans les années 90. Ce qu'on voit aussi, c'est que le sapin bourré est plus sévèrement défoli que l'épinatoire. Encore là, on s'attendait un peu de ce résultat-là, mais on pensait aussi que l'épinatoire était pour être plus sévèrement affecté, dû au fait que souvent, c'est les langues tombent des arbres adultes, là, l'effet de décalage chronologique n'était pas pour être là, mais il semble malgré tout y avoir un effet d'effet qui se ressent. Puis, la chose, c'est qu'il y a un effet de peuplement. C'est-à-dire que dans les peuplements dominés par le sapin, la régénération est beaucoup plus sévèrement affectée, mais ça, c'est que dans les peuplements dominés par l'épinatoire. Puis ça, c'est probablement attribuable au fait que les populations de cordures sont plus importantes dans les peuplements de sapin. On a aussi regardé dans des coupes de récupération. C'est-à-dire qu'il y a eu des coupes sur la courbe qui ont été faites dans les années 2010, 11 et 12, au moment où il est mis à dépôt. Puis on est allé échantillonner avec la même technique, donc dans les mêmes types de composition, on est allé échantillonner la régénération, puis on a regardé la défoliation, qu'est-ce qu'il y avait au niveau de la défoliation annuelle. Ce qu'on voit, c'est que globalement, tout ce qui est des peuplements mixtes, puis des peuplements dominés par le sapin, il ne semble pas y avoir de différence en termes de défoliation de la régénération. Donc, les semis ou les golds de sapin ou d'épinatoires sont à peu près aussi sévèrement défolis qu'ils vont l'être dans les peuplements naturels. Par contre, dans les peuplements dominés par l'épinatoire, ce qu'on s'est aperçu, c'est que l'épinatoire, surtout dans le cas d'épinatoire, il y a une tendance qui est très forte à l'augmentation de la défoliation avec la hauteur. Donc, ce que ça propose, c'est que la régénération de l'épinatoire est significativement plus défoliée dans les sites qui ont été récupérés concrètement, qui n'ont pas été récupérés. Ça, c'est uniquement dans les terres. Ça pourrait offrir à des moments pour dire, on pourrait penser peut-être que dans ces cas-là, mais il va falloir faire des suivis à plus long terme pour voir si ces semis-là, s'il y a plus de mortalité qu'on va trouver dans ces semis-là d'épinatoire. Est-ce que plus de défoliation va engendrer plus de mortalité? Si c'est le cas, ça pourrait avoir des répercussions sur l'aménagement forestier. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être penser à ne pas aller faire de récupération dans les peuplements d'épinatoires quand il y a de la bordure, parce que ça pourrait engendrer plus de mortalité de la régénération qui éventuellement changer la composition future de ces forêts. La performance à l'insecte, c'est une très bonne bière, cette bière-là. Je trouvais que l'image était appropriée. Brièvement, ce qu'on s'aperçoit, ce qu'on a ici, c'est donc la densité des larves dans le temps. Donc, densité des larves de L4 qu'on échantillonne à l'automne, au milieu de l'été. Donc, en fonction de nos trois types de peuplement, mais on a aussi en fonction de l'habitat. Donc, ce que ces résultats-là nous montrent, c'est qu'on fait en fait ce qu'on observe au niveau de la défoliation. On a des pics 2014-2017 qui correspondent à des pics de population. Mais il y a certaines différences à noter entre les peuplements. C'est-à-dire que, par exemple, l'épaisseur, malgré qu'il y ait des différences ici entre les densités, ces différences ne sont pas significatives au niveau du nombre de larves
Par contre, il y a juste une année en 2016 où c'est significativement différent. Puis quand on regarde au niveau des essences, il y a 2 années où on voit que les fenêtres noires supportent les populations au moins de l'arbre O4, mais autrement, il n'y a pas vraiment de différence significative entre les essences. Chose intéressante, ici, on a superposé, ce qu'on voit ici, c'est ça, c'est nos L4 que je montrais tantôt. Ici. Puis en pointillé, c'est la production de bourgeons. C'est-à-dire que sur nos branches, on compte nos bourgeons d'année en année. Puis ce qu'on voit, c'est qu'il semble y avoir une rétroaction dans la production de bourgeons qui bénéficie à la population de sordeuse. C'est-à-dire qu'en 2013, par exemple, il y a beaucoup de bourgeons qui ont été produits chez nos arbres, qui probablement c'est subséquent à la défoliation que les arbres ont subi dans le passé. À un moment donné, pour survivre, ils vont produire beaucoup plus de bourgeons, plus de feuillages pour assurer leur survie l'année subséquente. Mais ça a une rétroaction positive sur la population de sordeuse l'année subséquente. Ça, on le voit en 2014, puis on le voit également en 2017. Puis étonnamment, c'est beaucoup plus marqué chez l'épinette noire que chez le sapin maudit. Il y a des travaux de Pine en 84 qui avaient montré que ça pourrait être en mécanisme qui compense donc les pertes de feuillage qui sont dues à la défoliation antérieure, mais ça pourrait également être profitable à l'insecte. Donc, quand plus de feuillage, plus tu défolies, plus l'arbre va produire de feuillage, donc plus ça permet éventuellement d'augmenter ses populations. Brièvement, sur le poids des pupes dans le temps, ce qu'on s'aperçoit, il y a aussi un lien avec la défoliation. Quand il y a les pics, ici, 2014, de défoliation, bien, le poids des pupes est beaucoup plus faible, dû au fait qu'il y a tellement de l'arbre que les pertes sont moins bien. Quand il y a des creux, bien là, comme en 2015-2016, il y a une réaugmentation de la performance. C'est un indice de performance de fitness. Mais globalement, on voit que dans les pépinières 2013-2014, c'est plus faible, une réaugmentation par la suite. Puis, ben, on va le voir plus tard, mais il pourrait y avoir un lien avec la fertilité de nos arbres. Donc, c'est juste un exemple pour montrer en forte année de défoliation, les années subséquentes, comment la production de bourgeons, c'est vraiment massif. Donc, c'est une stimulation de la défoliation sur la production de bourgeons l'année antérieure. Maintenant, je vais terminer rapidement avec comment la forêt répond à la progression de l'épidémie en termes de mortalité puis de l'effet de la défoliation sur l'écosystème, les nutriments principalement, fertilité et la composition de ces forêts-là. Donc, mortalité. Je vais vous présenter un bilan du début de la mortalité des arbres depuis le début de l'épidémie en 2010. On est ici, donc, toujours la même chose, pépinière totalement mélangée, terre en bas. Le temps. J'ai superposé ici la défoliation, puis donc en vert, c'est le sapin, en orange, c'est l'épinette noire. Puis ici, ce qu'on voit, c'est la mortalité annuelle donc, du sapin, de l'épinette noire. Donc, ce qu'on voit en premier, c'est que la mortalité annuelle est plus importante dans les peuplements dominés par le sapin, ce qui était prévisible. Mais il y a quand même de la mortalité importante de sapin dans les peuplements en mixte. Et il commence à y avoir un début de mortalité qu'on constate chez l'épinette noire dans les peuplements mixtes, mais surtout dans les peuplements de sapin. Donc, globalement, si on résume, 8 ans après le début de la défoliation, on commence à observer de la mortalité. Puis, ça confirme un peu ce que les travaux passés avaient montré. 4 à 6 ans de défoliation sévère, on commence à observer aussi de la mortalité. Puis, présentement, bien que les épinettes noires sont assez sévèrement affectées, on n'observe pas de tendance d'augmentation de la mortalité, mis à part dans les années récentes, dans les peuplements de sapin et de mix. Mais dans les pêcheurs, bien qu'il y ait eu de la défoliation, il n'y a pas encore de mortalité donc il n'y a pas de tendance de dégage pour les pêcheurs. Donc, au niveau de la qualité du feuillage dans le temps, on a 4 types d'échantillons qu'on a fait. Premièrement, on fait de la récolte annuelle d'aiguilles de conifères qu'on fait au mois d'août pour doser les éléments chimiques qu'on va retrouver dans ces aiguilles-là. On fait aussi une récolte annuelle de litières qui tombent au sol, puis qu'on
va trier en type de liqueur. Donc, il va y avoir les aiguilles ou les résidus d'aiguilles. Il va y avoir ce qu'on appelle les résidus, là, c'est des choses qui sont plus difficilement identifiées ou en période de très forte défoliation, il y a beaucoup de tessins. Et dans certains cas, il y a des feuilles d'arbustes ou d'arbres feuillus qu'on va retrouver dans nos trappes alimentaires. Puis, sur ces sites-là, on a dosé la concentration, puis on est capable d'avoir une idée de la quantité de pluie d'éléments chimiques qui vont tomber au sol en termes de kilogrammes par hectare. On mesure également la concentration des nitrates, ammonium, phosphore dans le sol à partir de résines échangeables, encore là sur une base annuelle. Ça, je ne vais pas présenter ce résultat-là, mais on récolte aussi de l'eau dans des petits ruisseaux à différentes périodes de l'année pour voir ce qui est perdu par l'écosystème. Donc, au niveau des aiguilles, ce qu'on voit, ce qu'on a ici, c'est la variation annuelle de la composition, en termes de pourcentage d'azote, potassium et calcium dans les aiguilles de conifères, donc dans les aiguilles de sapin baumier et dans les aiguilles d'épinette noire ici. Donc, c'est la progression dans le fond. Ce qui frappe, a priori, surtout pour l'azote et le calcium, c'est que au fur et à mesure que la défoliation progresse, on voit que le feuillage devient plus riche en éléments spécifiques, en azote et en calcium. Donc, il y a une augmentation du feuillage. Donc, probablement que la tordeur qui est perdue dans l'écosystème, parce qu'il est perdu par les tessins, les résidus d'aiguilles, c'est récupéré rapidement par les arbres. Puis, comme ils sont stressés, eux, il faut qu'ils puissent continuer de produire du feuillage, donc ils réagissent de cette façon-là, meilleure qualité du feuillage. C'est peut-être un peu moins évident pour ce qui est de l'azote pour l'épinette noire, mais il y a quand même des tendances qui semblent se dégager à certaines périodes, et plus on progresse dans l'épidémie. Mais par contre, pour ce qui est du calcium, c'est vraiment clair comme tendance. Pour le potassium, c'est un élément qui semble être plus libre dans l'écosystème parce qu'il est perdu plus rapidement. Pour lui, il y a des fortes concentrations d'azote au début, mais qui diminuent par la suite rapidement. Donc, si je résume, pour ce qui est du sapin, on a une augmentation constante de la concentration d'azote et de calcium qui est observée dans le feuillage au fur et à mesure que l'épidémie progresse. Donc, il suggère une rétroaction positive de la défoliation sur la qualité du feuillage. Puis, ça peut être un mécanisme d'adaptation des arbres, mais ça pourrait être aussi un mécanisme d'adaptation de l'insecte qui pourrait bénéficier de cette augmentation de qualité de feuillage. Puis, pour l'épinette noire, il y a plus d'azote dans le feuillage à partir de 2014. La tendance est moins claire que pour le sapin, mais il semble quand même se dégager quelque chose, surtout au niveau du calcium. Maintenant, si on regarde au niveau du type de liqueur qu'on a dans ces peuplements-là, donc, comme je disais tantôt, on a 3 principaux types de liqueurs. On a la liqueur en termes d'aiguilles, en termes de résidus, donc qui inclut les tessins, puis on a les feuilles. Ce qu'on a ici, c'est l'azote en kilogrammes par hectare. Donc, c'est la quantité d'azote qui tombe au sol sur une base annuelle dans nos 3 types de peuplement, sapinière, mixte et tertiaire. Donc, ce qui se dégage, premièrement, c'est qu'il y a une plus grande pluie d'azote dans les sapinières que dans les 2 autres types de peuplement. Donc, on estime que dans les périodes de défoliation les plus extrêmes, il y a jusqu'à 20 kg à l'hectare d'azote qui tombe au sol. C'est 15 kg dans les peuplements mixtes et environ 10 kg dans les peuplements dominés par l'épinette noire. Si on segmente, quand on regarde au niveau des aiguilles, il semble au début, les concentrations d'azote dans les aiguilles sont plus faibles dans les sapinières et dans les tertiaires, et pas les concentrations, mais la quantité d'azote. Et il y a un pic qui est observé en 2014-2015, puis pour les tertiaires, c'est surtout en 2017 qu'on voit ce pic-là en termes de quantité. Pour ce qui est des feuilles, il semble y avoir une augmentation constante de la quantité d'azote qui arrive au sol. Pour ce qui est des résidus, il y a encore des pics observés en 2017, mais globalement, ce que ça démontre, c'est que l'apport en azote, en termes de quantité, semble suivre la période de défoliation. Donc, une augmentation aussi où on a des plus grandes périodes de défoliation, bon, il y a plus d'azote qui tombe au sol. Maintenant,
qui est encore plus intéressant, ce qui est en lien avec ce qu'on voyait tantôt pour le feuillage, c'est si on regarde la concentration d'azote dans ces résidus-là. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que donc l'azote est plus élevé encore là dans les pépinières que dans les autres types de peuplement. Par contre, on voit que dans le temps, il y a une augmentation constante. Pour les aiguilles, il y a une augmentation constante dans les pépinières et les peuplements mixtes, la concentration d'azote dans les aiguilles qui vont tomber au sol. Il y a un pic en 2015. Dans les feuilles aussi, on voit une augmentation quand même assez constante de l'azote. C'est-à-dire que, donc, c'est vraiment un indicateur. C'est là que l'azote qui tombe au sol est prélevé par ces arbustes-là, puis leur feuillage est plus riche en azote, ce qui n'est pas le cas, par contre, dans les pépins. Puis dans les résidus, au début, c'est plus faible, puis encore là, on voit qu'avec le temps, il y a une augmentation. Donc, la torbeuse semble bénéficier aussi de cette augmentation d'azote-là dans la forêt. Au niveau du phosphore, encore là, c'est un peu les mêmes tendances pour le phosphore et pour le calcium. Donc, si je résume, tout comme observé pour la qualité du feuillage, la torbeuse engendre une rétroaction positive sur la qualité de la litière. Si on regarde maintenant pour terminer, au niveau de la dynamique des nutriments dans les sols, donc, je présente seulement pour l'ammonium, mais les nitrates et le phosphore ont les mêmes tendances. Essentiellement, ce qu'on voit, c'est que, donc, on est ici le temps et la concentration d'azote dans les sols. Pas d'azote, mais d'ammonium, pardon. Ce qu'on perçoit, c'est qu'il y a peu de liens observés entre l'augmentation de la défoliation et l'augmentation des concentrations d'azote dans les sols. Donc, ça suggère que l'azote qui tombe au sol au niveau de la défoliation survient est rapidement réutilisé par les plantes. Mais par contre, quand il commence à y avoir de la mortalité, ce qu'on voit ici, là, on voit que les concentrations d'azote commencent à augmenter dans les sols. Puis c'est principalement associé au fait que les arbres sont morts, il n'y a plus de prélèvement, donc l'azote est lessivé. Donc, pour le potassium, par contre, ça ne démontre pas tout à fait la même affaire parce que le pic de production de potassium dans nos sols est observé surtout avec le pic de défoliation qu'on a observé en 2014. Mais essentiellement, donc ça ne répond pas à la mortalité, mais c'est essentiellement dû au fait que le potassium est un élément qui est lessivé plus facilement par les aiguilles ou les résidus. Donc, avec la perte d'aiguilles, il va y avoir une augmentation de potassium, ce qu'on n'observe pas en lien avec la mortalité. Donc, ce qu'on retient de tout ça, premièrement, c'est que les épidémies observées sont plus au nord que par le passé, puis ce que les résultats de simulation suggèrent, c'est que dans le futur, ils vont l'être encore davantage. Donc, c'est important de comprendre ce qui va se passer dans ces écosystèmes forestiers-là où l'épinette noire est plus important. Ce que nos résultats montrent, c'est que la défoliation de l'épinette noire affiche un délai comparativement au sapin, mais dans les périodes de forte défoliation, c'est synchrone avec ce qu'on observe au niveau du sapin, donc surtout 2014-2017. Il y a les pics de défoliation sont observés avec des densités de l'arbre plus élevées. C'est encore un résultat qu'on s'attendait. Et la densité de L4 est élevée dans les années qui suivent une forte production de bourgeons. Au niveau de la réponse de l'écosystème, la défoliation de l'épinette noire est élevée dans les peuplements mixtes. Ça pourrait avoir des conséquences sur la composition des forêts dans le futur. Puis quand on regarde la côte nord, il y a beaucoup de ces forêts-là qui sont mélangées. Donc, les épidémies futures, même cette épidémie-ci, pourrait entraîner plus de mortalité chez l'épinette noire qu'on en a vu dans le passé. Puis ça va pouvoir suivre un peu comment la forêt va revenir à toutes ces perturbations-là. Pour ce qui est de la régénération des forêts, c'est une éliminateur-là, ça peut être ce que nos résultats montrent, que d'autres ont déjà montré aussi, c'est que la régénération de la tordeuse pourrait dépendre des petits semis. Donc, comme on mentionnait tantôt, comme des récupérations en période épidémique, ça pourrait être peut-être délétère pour l'avenir de ces forêts-là, parce qu'on vient écraser cette petite régénération-là. Donc, il y a moyen de se questionner sur le timing de nos types de récupération. La mortalité du sapin semble plus importante et augmenter plus rapidement que celle de l'épinette noire, mais pour l'épinette noire,
L'immunité du feuillage augmente à mesure que l'épidémie progresse. Ça, c'est vraiment intéressant. Puis, l'effet de l'épidémie sur les sols est important, mais à partir du moment où on commence à observer la mortalité. En termes de conclusion, ce que je retiens de tout ça, ou le message que je voudrais faire passer, c'est qu'il semble que l'insecte engendre une rétroaction positive sur la qualité, sur la quantité même, et la qualité du feuillage de son eau. Ceci laisse à penser, comme Hunter l'a souligné dans les début des années 2000, que la défoliation au sentier pourrait favoriser la défoliation au sentier poussant par une accès à une ressource de meilleure qualité. Donc, ça serait possiblement un facteur qui contribue à l'augmentation des populations de tordeuses et d'autres espèces dans le temps. Donc, je ne pense pas que ce soit un mécanisme qui est instigateur de l'épidémie, mais une fois qu'on commence à avoir une augmentation des populations, ça pourrait être un mécanisme qui contribue à l'augmentation des populations de tordeuses. Sur ce, je remercie toutes les équipes de terrain qui nous ont aidés pour la récolte des données ou le traitement des données en laboratoire, les organismes subventionnaires, le SRCNT, Service canadien des forêts et Surge International. Merci beaucoup. Le mode discrétion a été enlevé de la conférence. The conference has been unmuted. Alors, merci Louis. Mon nom est Pierre Godbout, je vais animer la période de questions. Comment procéder pour poser une question? Si vous êtes en région, vous pouvez poser votre question par téléphone en cliquant sur votre nom dans la liste des participants et sélectionner l'icône main levée. Lorsque je vous nommerai, vous n'aurez qu'à appuyer sur étoile 6 pour enlever le mode discrétion. Vous pouvez également utiliser la boîte de chat que je vais afficher tantôt pour poser votre question si vous préférez le faire par écrit. Pour les participants en salle, vous n'avez qu'à vous avancer au micro. Dans les deux cas, on vous demande de vous nommer et nommer l'organisation que vous représentez. Donc, on va commencer avec une question en salle. Vous pouvez baisser le micro parce qu'il faut vraiment parler dedans. Oui, excusez, c'est correct. Michel Chabot, retraité, ministère des Ressources naturelles, des forêts, ou ce que vous voudrez, ministère responsable des forêts. D'abord, une bonne présentation. Oui, je ne vais pas le manger. Merci pour la présentation. Moi, j'ai une interrogation en fait, une interrogation peut-être plus une suggestion. Dans toute la question de la capacité de l'épinette noire ou la tordeuse adaptée, le synchronisme tordeuse épinette noire, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire avancer ce volet-là en examinant le synchronisme dans des milieux qui sont déjà plus chauds naturellement, là? Je ne comprends pas pourquoi vous voulez faire ces tests-là, je dirais, de façon laboratoire, si on peut dire, alors que le milieu nous offre déjà l'opportunité de vérifier ça, cette adaptation-là. On va voir qu'est-ce qui se passe dans le synchronisme de la tordeuse et l'épinette noire dans des endroits plus au sud, par exemple, plus méridionaux. Si elle avait eu à avoir cette adaptation-là, il me semble qu'elle avait toute la possibilité de le faire. Puis, si on recule beaucoup plus loin dans le temps, comme vous avez montré, là, il y a 5-6 000 ans, là, s'il y a une période où il y avait pu y avoir cette adaptation-là, il me semble que ça se serait produit à ce moment-là. Alors qu'on constate encore aujourd'hui, comme les données le montrent, là, que ce synchronisme-là, il n'est pas encore, il n'est pas là encore. Là. Première chose, ce qui est des données passées, Hubert Morin, mais entre autres, le graphique que j'ai montré des données d'Hubert de reconstruction historique de tordeuse, essentiellement, c'est dans des peuplements, c'est dans une paissière, en fait, dans un milieu de tourbière. Puis,
Donc, les indices de tordeuses qu'ils notaient dans cet environnement-là, viennent essentiellement du site. Donc, ce que ça suggère, c'est qu'il y a eu dans le passé plus d'impact de la tordeuse sur les pinèdes noires, parce que si on monte il y a 5-6 000 ans, il y a des indices quand même assez importants de tordeuses dans ces forêts-là. Puis ce que Hubert montre aussi avec d'autres résultats, c'est qu'il semble qu'effectivement, il y a eu plus de dommages dans les peuplements des pinèdes noires. Est-ce que c'est dû ou non à un meilleur synchronisme? Ça reste à démontrer. Pour ce qui est de l'idée de le faire dans le sud, plus dans le sud, plus dans le nord, mais il y a d'autres contraintes qui sont liées au fait que si on est plus dans le sud, ben on va être dans des environnements peut-être qui ne sont pas propices à l'insecte. Mais ce qu'il faudrait faire, par contre, ce qu'on avait pensé faire, c'est de prendre des provenances et de les amener plus au nord ou certaines plus au sud, puis là, de regarder cet effet-là parce que les provenances, eux, vont aussi changer. Puis l'expérience qu'on mène à Valcartier en chauffant les microclimats, ben ça, c'est intéressant parce que ça nous permet en chauffant l'environnement, puis en récoltant les larves et les adultes, puis en les faisant s'activer ensemble dans les environnements qui sont de différentes températures, on est capable de voir si effectivement cet insecte a la capacité de s'adapter. Parce qu'on connaît on sait que les arbres ont de la plasticité phénologique. On présume qu'il y a un mécanisme d'adaptation possible au niveau de l'insecte, parce qu'il y a tellement d'insectes qui existent qu'il y a un genre de courbe normale dans pas toutes les larves qui vont émerger à la même période au printemps, fait qu'il y a une possibilité d'adaptation. Fait que, si par exemple on se trouve dans un environnement, le climat permet à la tordeuse de se développer plus au nord, puis qu'il y a beaucoup d'épinettes noires, ben les larves qui vont émerger plus tard au printemps vont peut-être ils vont avoir plus de chances de survivre parce qu'ils vont être plus près du débourrement de l'épinette noire. C'est là-dessus que repose l'hypothèse. Oui. Merci. Mm-hmm. On va passer avec une question en région. Alors, de M. Claude Fortin, est-ce que vous croyez que l'augmentation de la qualité de feuillage observée serait également présente à la suite de périodes de sécheresse ou d'autres perturbations récurrentes? C'est sûrement possible, mais il faudrait que... Je pense qu'après des stress climatiques, sécheresse, c'est possible qu'il y ait des séquences parce que les arbres vont produire plus de feuillage. C'est sûr qu'en quantité de feuillage, c'est vrai. Il faudrait voir, je ne peux pas répondre exactement à cette question-là, mais c'est possible. Et on va passer avec une question en salle. Yann Boulanger, Service canadien des forêts. Merci, Louis. Moi, j'avais juste une question concernant l'impact des... Son avis, on a fait quelque chose. Tu mentionnais dans le fond qu'en coupe de récupération, la régénération était plus... La conférence a été mise en mode discrétion. The conference has been muted. Donc, elle était plus vulnérable qu'en peuplement naturel. Est-ce que ce serait là, justement, une expression du synchronisme phénologique? Parce que j'imagine que les températures sont plus élevées lorsqu'on enlève le couvert, justement, et donc ça pourrait peut-être favoriser une expression plus rapide de la phénologie chez l'épinette noire qu'en peuplement naturel, où là, la régénération est plus à l'ombre, dans le fond, puis le débourrement se fait plus lentement. J'avais jamais pensé à ça, mais effectivement, c'est une interrogation, c'est un bon point. Effectivement, ça serait quelque chose à vérifier. C'est sûr que beaucoup plus ensoleillé, ouais. C'est une bonne question à vérifier. Merci de ton commentaire. On va passer avec une autre question en salle, puis après ça, on va aller en région. Oui, bonjour. Charles Rayon, Major des forêts privées de Québec. Merci pour votre présentation. Mais ma question ne porte pas directement sur vos recherches, mais éventuellement sur les éléments de votre recherche qui vont mener à faire d'autres travaux, parce que nous, en forêt privée, on est à adopter une politique de gestion de travaux par rapport à la susceptibilité des peuplements. On n'a pas autant d'épinettes noires que vos recherches ont porté. On est plus dans l'épinette blanche, nous, Charlevoix. On a vu que l'épinette blanche est plus susceptible et plus vulnérable que la noire, donc il y a peut-être une relation directe à faire.
Est-ce qu'on peut transposer ces données-là de noir en blanche avec connaissant la susceptibilité de la vulnérabilité? Ben, je dirais que la blanche serait plus en lien avec les changements climatiques ou Non, ben une gestion à court terme là, de travaux. Là. ben c'est sûr que la blanche est plus vulnérable que l'épinette noire. Ça, dans ce contexte-là, j'ai l'impression qu'il y aurait probablement peut-être plus de mortalité qu'on observerait chez l'épinette blanche que chez la noire. C'est ça, vous travaillez sur la côte nord, mais aussi existe-t-il des données qu'on pourrait avoir accès sur l'épinette blanche, des travaux qui ont été faits récemment? Je sais qu'il y a des travaux il s'appelle Éric Boss, toute son équipe, qui ont, entre autres sur la résistance de l'épinette blanche, là, qui ont identifié un gène qui procure une meilleure résistance de l'arbre à la tordeuse. Si tu vas vers eux, je suis sûr qu'ils ont des données intéressantes. Puis il y a probablement toute la SOPFIM aussi, ils ont sûrement des sites d'échantillonnage dans des peuplements où il y a des épinette blanches, puis dans des régions où peut-être plus vers Charlevoix, là, qui ont potentiel d'être affectés par la tornade. Merci beaucoup. On va passer avec une question en région. Alors, c'est Émeline Chasse à AgroParis Tech. Merci pour la présentation. J'ai mal compris la relation entre un poids faible des pupes pendant un pic de défoliation qui s'oppose à un poids élevé des pupes dans un creux de défoliation. Ben, Est-il possible de réexpliquer? Oui. Le poids faible des pupes dans un pic de défoliation, c'est essentiellement dû au fait qu'il y a tellement de larves, les populations sont tellement élevées dans ces moments-là qu'il y a beaucoup de compétition pour la ressource. Donc, le fitness, les pupes, le poids des pupes, c'est un indicateur de fitness. Fait que comme ils ont moins de nourriture, ben, ils vont moins se développer. Fait que comparativement à 2015, c'est un creux de population. Le feuillage était réinitié, il y avait beaucoup plus de feuillage qui était produit. Donc, le peu de larves qu'il y avait, ben, ils ont bénéficié d'une nourriture abondante et riche en nutriments, donc ils ont mieux performé. C'est essentiellement un effet de densité. Oui. Donc, Martin Jardin, Service canadien des forêts. Louis, tu as comme esquivé un peu le dernier travail qu'on avait fait sur la relation entre l'émergence des épidémies, la mortalité des arbres, puis la vigueur des arbres suite à des événements extrêmes. Où, justement, dans l'article, on avait montré que la grande épidémie de 74-83 suivait une période qui était constituée de plusieurs anomalies climatiques, donc printemps froid, été chaud, successifs, avec une perte de vigueur importante des arbres. Ça veut dire que, dans le fond, l'épidémie, elle a juste eu lieu dans une période où les arbres étaient déjà à peu près scrap. Je pense que si on met ça éventuellement, ça c'est une épidémie sur une région, il faudrait comme répliquer ça sur d'autres régions pour voir si vraiment c'est quelque chose qui est un phénomène d'ampleur. Si on applique ça dans le futur, après ça, on voit des épidémies, des cartes avec des projections futures d'épidémies, que ça monte au nord, mais le souci que j'ai avec ça, c'est que dans le nord, les arbres vont probablement être plus vigoureux parce que les conditions climatiques vont être plus propices à leur croissance, alors que dans le sud, ils vont perdre de la vigueur avec les sécheresses accrues, température accrue aussi en été, des problèmes de respiration, puis de perte de réserve en carbohydrates non suffisants. Je vois, en tout cas, il y a probablement un effet où, dans le sud, même si c'est moins probant pour le développement d'épidémies, les arbres vont être, du moins pour la survie, la carte de probabilité d'épidémie. Dans le fond, du sud, oui, c'est peut-être dans le rouge où il y en a, la probabilité est moins élevée, mais par contre, les arbres sont moins vigoureux, fait qu'il y a peut-être un effet de compensation, puis c'est pas juste la composition en espèces du paysage, tout ça, mais qu'il y aurait aussi la question de vigueur des arbres. Ben, c'est sûr que la vigueur, entre autres, c'est ce qu'on voit dans les travaux qu'on a fait, les jeunes arbres sont souvent moins propices à être tués par une épidémie de tordeuse que les plus vieux. Souvent, ce qu'on voyait, c'est que c'était les vieux arbres qui avaient subi les stress climatiques qui, par la suite, étaient tués par la tordeuse. Fait qu'effectivement, il y a un effet de vigueur qui pourrait rentrer en ligne de compte. En fait, ce qu'on voulait montrer avec ces travaux-là sur la modélisation de la CDC, c'est simplement d'appliquer
le modèle de biocine, puis voir comment on pourrait éventuellement avoir comment les épidémies pourraient être sévères dans le futur, mais sachant que je comprends ton point, mais ça ouvre justement à différents travaux qui vont nous permettre de mieux comprendre. Parce que moi, je ne crois pas que la tordeuse, c'est sûr que la tordeuse va monter plus vers le nord parce que le climat va être plus propice que la zone nord. Mais malgré tout, ça ne va pas nécessairement rendre le territoire moins vulnérable à la tordeuse du fait que c'est pas juste. Il y a une synchronisme sémiologique qui rentre en ligne de compte. C'est ce que tu viens de dire, il y a des événements climatiques extrêmes, ils vont en avoir davantage. Ça aussi, ça va affecter la viande des arbres de façon plus drastique. Fait que s'il y a des épidémies qui arrivent en plus, là, la mortalité pourrait être plus importante. Donc, effectivement, ça ouvre à beaucoup de questions de. Je rappelle aux gens en région, si vous voulez poser une question, vous pouvez sélectionner votre nom, sélectionner l'icône main levée et je vais vous donner le droit de parole. Est-ce qu'il y a d'autres questions en table? On va y aller avec une question en table. C'est la chance aux autres. Michel Chabot. Juste un questionnement par rapport à justement vos modèles de prévision là, avec les changements climatiques. C'est une interrogation parce que quand vous avez utilisé les données, par exemple, du premier décennal pour faire une projection d'épidémie l'hiver, épidémie sévère, avez-vous tenu compte dans les régions où il y a eu un effet plus important du programme de protection? Si je me souviens bien, on a exclu les sites où il y avait eu de la protection. On s'est concentré. Quand on a fait le modèle, on a juste utilisé les sites où il n'y avait pas eu de protection. C'est bon, merci. Oui. Dernière chance pour les régions. Je vois que personne écrit ou a levé la main. Y a-t-il une autre question en table? Sinon, merci Louis pour ta présentation. Moi, je mange. Bilan de 10 ans de suivi d'une épidémie de tordeuse des bourgeons de l'épinette sur l'écosystème forestier boréal. Pour nos visiteurs et même pour les employés du CFL, on a la brochure sur la tordeuse des bourgeons de l'épinette à l'arrière. Pour les gens en région, si jamais vous voulez la commander, vous allez sur le site des publications du SCF, tapez tordeuse des bourgeons d'épinette, puis vous allez pouvoir la commander. Ou vous pouvez tout simplement m'écrire Pierre Godbout à canada.ca. Alors, merci à nos partenaires régionaux qui rendent possible la diffusion en région. En terminant, je vous invite au prochain colloque qui aura lieu le jeudi 24 janvier et qui s'intitule « Biodiversité végétale, l'importance des sols ». Le conférencier sera Étienne Laliberté, professeur agrégé du département de sciences biologiques de l'Université de Montréal. Alors, merci à tous de votre participation et bonne fin de journée.